Passons à la remise des prix, donc le prix Jean Chafagnon. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur, le plaisir de croiser Jean, ils sont plus nombreux. Je vois quand même beaucoup de jeunes dans la salle. C'est sûr que vous n'avez pas dû le croiser. Donc Jean Chafagnon a fait sa carrière dans le domaine des télécommunications optiques. Donc à un moment où les télécommunications optiques n'étaient pas si évidentes que ça. En tout cas, quand il a fini sa carrière, c'était bien lancé, mais à l'époque, c'était plus des perspectives que de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce prix, il est en honneur de la carrière de Jean, et surtout dans l'idée de continuer son travail. Vous êtes tous travaillant sur la photonique. Parfois, on a du mal à imaginer que ce qu'on fait sera utile dans des applications de tous les jours. Et c'est pas grave. Il faut avancer. Chacun a sa petite pierre. Et parfois, on a un élément qui va servir à l'ensemble de la chaîne et qui sera finalement extrêmement important. Et donc, on a besoin de beaucoup de photoniciens ou d'opticiens, je dirais. On n'appelle pas la société française, c'est la société française d'optique. Alors moi je suis Photonics France, donc entre optique et photonique, mais il y a pas ça peut pas être la société française de photonique parce que sinon ça ferait SFP puisqu'on sera en concurrence avec nos amis physiciens. Voilà. Mais bon, on est sur le même sujet. Et donc l'idée c'est d'avancer sur vos sujets parfois très amont. Et au moment où on se dit tiens, ce que j'ai fait là, ça pourrait être très utile. Est-ce que je peux pas le valoriser autrement que par une publication? Et c'est très bien, faut publier, faut parfois breveter, et puis parfois dire transférer. Alors transférer, soit transférer à une société qui existe, soit se relancer dans l'aventure. Tout à l'heure, on aura Fabrice qui va nous raconter son aventure extrêmement intéressante. Et donc on a des labos en photonique qui sont incroyables. C'est quand je vois, je dirais que ça fait 17 ans qu'on a ce prix Gerfagnon, et pour moi c'est un plaisir. J'y suis depuis le début. J'ai toujours été soit vice-président, soit président du prix. Et longtemps vice-président puisque j'ai passé la main à l'INSPE qui finalement a pris la main et puis reste avec beaucoup de passion. Donc on voit des projets incroyables. Et j'irai, c'est extrêmement rafraîchissant de voir ces projets-là. Et donc, je vous remercie tous, aux patrons des labos, aux étudiants, finalement, de contribuer à cette diversité, puis de nous rafraîchir avec tous ces projets. Et donc, espérons que ça va durer encore pendant très longtemps. Et clairement, la photonique, la souveraineté nationale sur ces sujets-là vous devra beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce prix à la mémoire de Jean Gerfagnon. Alors moi, j'ai toujours été plutôt côté jury. J'étais récemment invité dans la partie un peu organisation. Parfois, quand on est dans le jury, on sait pas d'où viennent les fonds, deviennent les fonds. On est dans une phase un peu de recherche de fonds aussi pour ce projet-là. Donc on travaille dessus pour pérenniser ça. Alors si vous connaissez, si vous avez un oncle d'Amérique, ou un ami qui en a marre de payer trop d'impôts, n'hésitez pas à dire on peut faire des dons pour le prix Gerfagnon. Donc c'est quelque chose qui est possible. Donc n'hésitez pas à y penser le jour où vous déclarez vos impôts. Donc cette année, alors comme toujours, on est censé se limiter à 4 finalistes, 4 nominés. Et comme très souvent, la qualité des candidats est quand même incroyable. Et c'était très compliqué de se limiter à 4. Donc on a 5 excellents finalistes, donc 5 nominés. Et être nominé, c'est déjà un succès. En tout cas, les noms vont rester. Donc les 5 nominés sont les suivants. Donc de gauche à droite, Alexandre Bric, qui est à l'Institut Langevin. Donc ces 5 personnes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on fait une petite vidéo et chacun va se présenter. Donc je rentre pas trop dans les détails. Donc Pierre Bon d'Xteam à Limoges, Cindy Bélanger donc de l'ONERA,
Alexandre Kulinski du FLAM, Université de Lille, et Patrice Genevet donc du CREA et qui actuellement est à l'Université de Colorado, je crois. Voilà. Donc voilà, voilà les 5 nominés et 5 finalistes, 5 nominés. Et donc on va passer à la présentation d'un ancien nominé, voilà. Et je sais pas qui fait, c'est toi qui fais c'est toi qui fais. Ouais. Donc je suis Thierry Guillet de l'Université de Montpellier et j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire le grand conférencier de la session Jean Cherfagnon des GINOG cette année. Donc c'est Fabrice Renéry. Donc un petit retour sur sa carrière. Donc Fabrice, il a obtenu sa thèse en 2004 à l'Université Paris-Sud. Alors les acronymes vont changer tout le temps. Il y a des LPN qui vont devenir des C2N, des Paris Diderot qui vont devenir des Paris autres. Mais bon, donc une thèse au LPN à l'époque et à Paris-Sud, un postdoc à l'ICFO à Barcelone, puis un début de carrière enseignant-chercheur à l'université Paris Diderot, toujours au C2N pour l'activité de recherche. Et c'est là qu'est né le projet de combiner les nanolasers, les cristaux photoniques pour faire des interconnects, des interposeurs tout optiques qui peuvent avoir des applications pour que des supercalculateurs, des processeurs à l'intérieur de supercalculateurs puissent communiquer plus vite que par des fils de cuivre. Et donc est née à cette époque la startup qui s'appelle Encodine, qui continue à être en pleine activité. Et c'est à ce moment-là aussi que Fabrice a basculé son activité sur l'université Côte d'Azur à Nice, entre Infini et donc l'université, sur un poste de professeur. Et donc voilà, c'est un grand plaisir d'accueillir Fabrice pour sa conférence, dès que PowerPoint et HDMI seront en mesure de discuter. Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier le comité d'organisation pour cette invitation. J'en suis très honoré, je suis très content d'être là et de partager avec vous un peu comment, à partir de travaux de recherche fondamentale, on peut arriver à faire une start-up aussi. Donc les 3/4 de ce talk, vous inquiétez pas, ça va être de la science. Et je vais vous raconter à la fin un peu l'histoire de Encodine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc les travaux qui sont réalisés dans mon équipe de recherche. Et du coup, sur c'est des nanosources laser en semi-conducteurs. Et du coup, à quoi peuvent servir ces sources? À faire des interconnexions optiques et aussi du calcul optique, comme vous allez le voir. Alors, quelles sont les motivations derrière ce travail? Je partage ces motivations avec beaucoup d'entre vous. Voilà, la photonique apporte un réel changement de paradigme pour les technologies de l'information et de la communication. Et donc, on a vu ça avec l'explosion des télécoms et du datacom aujourd'hui. Et puis la suite, c'est la pénétration de l'optique, tout d'abord vers les systèmes électroniques, avec cette fameuse convergence entre la photonique et l'électronique qui est attendue. Donc ici, par exemple, vous avez un schéma de quoi pourrait ressembler une telle puce. Et vous pouvez imaginer, par exemple, une carte, voilà, sur laquelle vous allez avoir des différents éléments électroniques qui sont connectés et alimentés. Et l'idée, c'est de les faire communiquer ces composants les uns avec les autres. Donc voilà, vous savez ce qu'il faut faire. On a vu plusieurs talks là-dessus, que on peut faire des combes, les moduler, séparer les lignes, les moduler, etc. Mais une façon encore plus simple de faire, en réalité, c'est de prendre une diode laser, la mettre en dessous du fil électrique de sortie de ces puces et de moduler ces lasers à semi-conducteurs en direct, propager l'information et reconvertir le signal du domaine optique vers le domaine électrique avec un photodétecteur. Si on sait faire ça, on peut se poser la question, est-ce que ça serait pas aussi intelligent de faire du processing de l'information dans le domaine optique directement? Alors ça c'est
c'est de retour, c'est back in the game, hein, comme on dit. Donc dans les années 80-90, c'était quelque chose que le domaine a envisagé de façon très sérieuse. Et puis ils se sont heurtés en fait avec les performances des technologies qui étaient disponibles à l'époque. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de la communauté, cet aspect de traiter de l'information de façon toute optique pour faire du computing revient. Et notamment, actuellement, un des grands enjeux, évidemment, c'est de voir si la photonique peut apporter quelque chose pour l'intelligence artificielle et donc faire ce qu'on appelle du calcul neuromorphique. Et enfin, le dernier aspect ici, c'est les technologies quantiques. Je vais pas détailler ça, vous connaissez ça très bien. C'est très important d'avoir des photons, effectivement, pour propager encore une fois l'information dans ces systèmes-là. Et donc, si on regarde un peu les défis à relever pour réussir à faire tout ça, ils sont nombreux. Mais il y en a un qui est fondamental, c'est le fait d'inventer de nouveaux concepts pour les composants électroniques. Voilà. Grosso modo, il faut pouvoir faire des composants qui sont tout petits, quelques microns, quelques dizaines d'une centaine de microns carrés sur la puce, qui consomment très peu d'énergie, voilà, de l'ordre de quelques dizaines de femtojoules par bit, qui soient évidemment capables de transmettre de l'information à des débits importants. Voilà, chaque composant devrait être capable d'aller au-delà au moins de 10 gigabits par seconde. Et voilà, un autre aspect qui est pas souvent très drôle, il faut utiliser du silicium. Alors, on a eu une session Silicon Photonics un peu avant, mais voilà, dans l'histoire de la photonique, ce matériau-là, il n'a pas été très marrant pendant un bon moment parce que on peut pas, il n'y a pas de gain dans ce matériau-là. Et par contre, ce que les gens ont tout de suite réalisé, c'est qu'on peut faire des circuiteries de guidons, comme on a vu, et des structures magnifiques, parce qu'on peut capitaliser sur les efforts de développement technologique qui ont été réalisés pour la microélectronique, notamment dans les usines CMOS. Et donc du coup, voilà, en tout cas notre vision là dans le groupe, c'est de améliorer les plateformes en silicium en apportant les matériaux de l'optoélectronique, c'est-à-dire les semi-conducteurs 3.5. Et comme vous allez le voir, pour atteindre ces performances, moi je vous le dis, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est d'utiliser les concepts de la nanophotonique pour y arriver. Alors, parmi tous ces composants, vous avez bien compris avec le titre, il y en a un qui est très très important, ce sont les sources. Pourquoi les sources? D'abord, parce que pour la convergence avec l'électronique, c'est le composant qui va permettre de réaliser la conversion du domaine optique vers le domaine électrique. Ensuite, pour les technologies quantiques, on peut faire des sources de lumière non classiques qui sont capitales. Et comme vous allez le voir, c'est que ces sources, elles peuvent être aussi utilisées comme éléments non linéaires pour être finalement utilisées dans des systèmes neuromorphiques. Alors, à quoi ressemble la plateforme de 3.5 sur silicium que j'utilise? Elle est représentée ici donc en 3D. Il s'agit donc, on va travailler avec une circuiterie de guide d'onde et par-dessus ça, on va venir fabriquer des nanocavités en semi-conducteur 3.5. Ici, typiquement, une nanocavité de type nanobeam, nanopoutre. C'est un guide d'onde monomode qui fait typiquement moins de 500 nanomètres d'épaisseur, moins de 500 nanomètres de large, percé de trous, 200 nanomètres de diamètre. Ces nanocavités, je prononce le mot à cristal photonique, donc sont fabriquées au-dessus de ce guide d'onde et couplées les deux éléments. Donc c'est une structure à 2 étages.
Okay, et les 2 étages sont couplés par ondes évanescentes ici. Et donc, ce qui est très sympa ici, c'est qu'en réalité, le silicium et les semi-conducteurs 3,5 ont quasiment le même indice de réfraction. Et là, on va travailler avec des structures, voilà, qui sont en épaisseur un ordre de grandeur moins importante que les lasers usuels en semi-conducteur. Donc, typiquement, quand on regarde une structure d'un laser, un INP, c'est 3, 4, 5 microns d'épaisseur. Ici, donc, moins de 500 nanomètres. Et latéralement aussi, des structures bien plus compactes. Et si bien que, vous allez voir qu'on peut contrôler ces couplages évanescents de façon extraordinaire. Et donc, ce qui est sympa ici, c'est que en choisissant la composition du semi-conducteur 3,5, on va pouvoir faire varier finalement l'effet qu'on veut regarder ou la fonctionnalité qu'on va cibler. Par exemple, voilà, si je veux un laser, je vais mettre des puits quantiques. À 1,55, ça sera un phosphore d'indium. Si je veux faire de l'optique non linéaire, je vais choisir des matériaux qui ont un plus grand gap, etc. Alors, là, je vais aller très vite. Pourquoi les cristaux photoniques? Voilà, vous savez tous que ce sont les analogues aux cristaux atomiques dans le domaine optique, et que ces cristaux permettent de réaliser les meilleures cavités que l'on sait faire aujourd'hui. Alors, meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde voilà le rapport de facteur Q sur V, qui est proportionnel à l'intensité intracavité, ce sont avec ces objets-là qu'on obtient ce rapport le plus élevé. Donc typiquement des facteurs Q au-delà de 10 puissance 5 dans des volumes plus petits que la longueur d'onde de la lumière à l'intérieur du matériau. Et donc c'est par ce biais-là qu'on va obtenir l'efficacité énergétique sur tous les effets non linéaires qu'on va regarder par la suite. Donc, hier justement, j'ai eu une discussion avec Olivier. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est là au pain. Il disait mais les cristaux photoniques, qu'est-ce que ça a donné et tout ça. Ça a quand même donné des résultats magnifiques dans beaucoup de domaines. Ok, c'est pas encore dans des produits. C'est pas tout à fait vrai. Hein, il y en a dans les câbles optiques. Hein. Mais il y en aura encore plus quand Encodine commercialisera son produit. Donc oui, les cristaux photoniques, voilà, ça a apporté beaucoup de choses pour les lasers, pour l'optomécanique, pour le quantum, pour l'optique non linéaire, etc. Parce que justement, on peut fabriquer des cavités vraiment magnifiques. Voilà, si on sait bien faire notre techno. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord la technologie voilà qu'on a développée au C2N pendant toutes ces années. Cette technologie de nanodiode laser qui est exploitée par Encodine. Puis ensuite, je vais vous montrer comment on peut utiliser ces objets-là pour faire du calcul sous optique. Et enfin, je vous montrerai donc qu'est-ce qui se passe avec Encodine. Alors, les lasers, l'état de l'art, voilà, vous avez ici un peu l'état de l'art des lasers. Effectivement, si on veut des lasers qui sont puissants, il faut qu'ils soient garants, ça tout le monde sait, et plus on veut réduire leur taille, plus on va obtenir des lasers qui vont consommer de moins en moins d'énergie et qui vont être intégrés de façon dense. Et donc, si on regarde finalement l'état de l'art, il y a 2 types de lasers aujourd'hui qui peuvent être intégrés qui ont été démontrés pour l'intégration sur silicium, peuvent être intégrés de façon dense. Donc, ce sont des petits lasers, ce sont les lasers à microdisques et les nanolasers, donc les lasers à cristaux photoniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec des nanolasers? Ils sont tout petits, ok. Ils vont avoir des seuils qui sont très faibles. Et il y a un autre aspect qui est très intéressant parce qu'on utilise des cristaux photoniques. On va contrôler le couplage de l'émission spontanée au mode. Donc, ce fameux facteur bêta qui est ce ratio entre
ce qui est couplé dans le mode laser par rapport à tout ce qui est émis. Et donc, via ce facteur bêta, dans un laser usuel, ça va être 10-5, 10-6 pour les edge emitters. Ben, dans les cristaux photoniques, c'est entre 0,1 et 1. Donc, il y a des ordres de grandeur qui sont différentes. Et ça, bon, ça a intrigué au départ les personnes parce que, enfin, la communauté, parce qu'on pouvait observer ce qu'on appelle des lasers sans seuil. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça a un impact sur leur dynamique et que grâce à ce contrôle de l'émission spontanée, on va pouvoir faire des lasers plus rapides, qu'on va pouvoir moduler plus rapidement, et ce qui a été démontré dans la littérature plusieurs fois. Donc, nous, dans le groupe, on a beaucoup travaillé autour de ces sujets-là. Hein. Vous imaginez un travail de design, de compréhension de la physique, de comment ça marche, et un travail technologique très très important pour arriver à maîtriser voilà, la fabrication de ces objets. Donc typiquement, on a travaillé des années vraiment à pouvoir fabriquer ces nanocavités de façon reproductible et de façon très très bonne, et aussi à comment les intégrer finalement sur des guidons en silicium et les coupler. Il y a eu aussi énormément de travail autour finalement du contrôle des surfaces. Alors ces objets, ils sont troués partout, et il y a beaucoup de surfaces. Et si on regarde leurs dimensions, on s'aperçoit que on va avoir des problèmes avec les recombinaisons non radioactives des porteurs de charge à l'intérieur des semi-conducteurs dans les parois des structures gravées. Et donc ça a un impact qui est très important et qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir obtenir un laser en régime continu à température ambiante. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé. Et enfin, voilà, ce que je vous ai dit, on a beaucoup travaillé autour du contrôle du couplage évanescent de ces structures vers le silicium, et on a démontré que 90% de l'énergie peut être récupérée de ces structures vers les guidons en silicium. Par exemple, ici, donc vous avez une photo d'une structure fabriquée ici qui est en pompage optique ici, et donc du coup en dessous une image en infrarouge où vous voyez ici le petit point, c'est l'émission par la surface du laser. Et donc les guidons en silicium qui se trouvent dessous sont donc dans la direction horizontale, et à la fin de chaque guidon, on a un réseau d'extraction de la lumière. Vous voyez on peut voir la lumière qui sort. Donc on a travaillé pendant des années autour de ça, et puis mais il y a quand même un point qui a été bloquant, qui est resté, c'était l'injection électrique. Alors pourquoi l'injection électrique c'est problématique? Simplement parce que les métaux, ils absorbent. On connaît tout ça. Et donc, dans ces structures-là, il faut pouvoir apporter des paires électrons-trous là où je vais avoir mon mode, sans induire des pertes désastreuses pour la structure. Et donc, ce qui se passe, si on fait comme un laser usuel, dans les lasers usuels, les structures sont faites pour isoler la partie métallique du mode. Elles sont loin. Donc on a un transport vertical, et ça c'est pas possible. On peut pas venir directement mettre un métal dans une structure monomode transverse qui a juste une épaisseur de 400 nanomètres. Donc voilà, il faut trouver une solution. Il a fallu trouver une solution. Comment faire ça? Donc en réalité aujourd'hui, il n'y a que 5 groupes dans le monde qui savent faire ça, dont nous. Et donc ça a démarré l'histoire en Corée. À l'époque, ils ont fait une structure en champignon là où ils suspendent la structure, ils apportent les trous donc c'est une jonction PIN verticale où le P est en bas, ils apportent les trous par le substrat là où il faut. C'est très compliqué, pas très reproductible. Et Stanford et NTT, donc dans GS et dans INP après, donc on choisit de faire de l'implantation comme dans les transistors en réalité, pour venir faire une jonction PIN latérale et pour pouvoir injecter
du courant dans la cavité. Récemment, DTU a fait la même chose. Alors, le problème de ça, c'est que bon, déjà, c'est pas facile non plus, c'est compliqué. Il y a des fuites de courant qui sont quand même là. Et ensuite, en fait, un des gros problèmes, c'est comment je fais ça si je veux l'intégrer sur du silicium. C'est à quel moment j'ai mon report de substrat. Et il faut activer mes dopants à 600 degrés, ça va casser mon collage, etc. Donc c'est très compliqué. Donc nous, à l'époque au C2N, on arrivait avec une autre idée, avec des nouveaux concepts de laser, à la fois donc des lasers cryptophotoniques et des microdisques, et dont je vous expliquais le fonctionnement. Donc ces lasers-là sont réalisés aussi dans des hétérostructures de type NIP, ok. Et donc là, l'invention réside dans l'exploitation de la différence de mobilité entre les trous et les électrons pour pouvoir localiser les recombinaisons là où le mode se trouve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les semi-conducteurs d'OPN sont approximativement 100 fois moins résistifs que les semi-conducteurs d'OPP. Donc, si on est capable de venir contacter, par exemple, ce qu'on fait sur le côté, le semi-conducteur d'OPP, je vais avoir de façon majoritaire la recombinaison entre mes trous qui vont se propager le long de l'arête gravée de ce guidon-là de type asymétrique, ici, en cryptophotonique, pour se recombiner avec des électrons qui arrivent d'un peu plus loin. Donc si là le juge de paix, on va regarder finalement à quoi ressemble le profil de recombinaison par rapport au mode, et donc dans ces trois structures, donc où vous pouvez voir que alors il y a que ici, pardon, c'est inversé. Il y a que là que le mode est en bleu et le reste en rouge. Mais vous pouvez voir qu'on a un très bon recouvrement spatial entre les recombinaisons radiatives des paires électrons-trous avec le mode optique des résonateurs. Que ça soit pour ces trois configurations, une configuration de type cristal photonique 1D, nanobeam, des cristaux photoniques 2D, donc asymétriques, donc ça c'est un guide asymétrique où la lumière est confinée d'un côté par la réflexion totale interne et de l'autre par l'effet du cristal photonique, ou des résonateurs en nano. Donc, on était très contents de cette trouvaille, et bien évidemment, on s'est aventuré à fabriquer ces structures-là. Donc, cette fabrication, elle est basée sur l'intégration hétérogène de semi-conducteurs 3.5 sur SOI. Donc, les puces de SOI sont fabriquées à l'époque, toujours maintenant, en fait, dans des lignes pilotes CMOS, type CEA ou IMEC, ou voilà, maintenant il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir ça. Et on fait donc un report de substrat, un collage, un wafer bonding. Donc nous, on utilise un polymère pour faire ça. Et une fois que c'est collé, on enlève le substrat, on a notre 3.5 sur le SOI, et on va venir structurer le 3.5 de façon alignée par rapport au guidonde. Donc c'est une technologie, voilà, ici nous au C2N on utilise la lithographie électronique. Il y a 8 niveaux de lithographie électronique pour faire ça. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que en réalité cette technologie, elle peut être transférée dans des lignes pilotes CMOS, parce que la température, voilà, elle est pas très importante lorsqu'on le fabrique, et aussi les dimensions, finalement, c'est petit, mais c'est pas si petit en fait. Hein. Les dimensions critiques, c'est de l'ordre de 100 nanomètres typiquement, ce qui est parfaitement compatible avec des nodes pas très avancés pour la microélectronique, voilà, où on peut utiliser la lithographie par immersion, et on va être bon.
Donc on a fabriqué cette structure-là et donc à l'époque, on avait obtenu déjà de très bons résultats pour cette structure de type nanobeam avec des seuils laser de l'ordre de 100 microampères et des efficacités intéressantes, c'est-à-dire une efficacité directe de conversion électro-optique au-delà de 10%, ce qui est toujours le record pour ce type de laser. Donc évidemment, on a travaillé autour des autres configurations, soit pour obtenir plus de puissance, soit pour être moins sensible aux effets thermiques, pour avoir plus de reproductibilité en fabrication, etc. Et donc, on a travaillé autour de ces autres configurations avec ces structures bidimensionnelles et les microdisques, avec donc voilà des seuils qui sont à l'état de l'art pour les deux configurations. Et donc finalement c'est que récemment, parce que il a fallu s'équiper en équipement RF pour pouvoir travailler, voir un peu les bandes passantes de modulation. Et donc voilà, on a confirmé que donc ce sont des structures qui sont pas du tout optimisées actuellement pour avec le matériau actif. Donc c'est les puits quantiques qu'on travaillait depuis longtemps avec. Donc sans rien faire, on avait déjà des bandes passantes de modulation de 10 gigas qui sont déjà compatibles avec les applications qui sont demandées pour les interconnexions optiques. Vous allez voir sur plus. Donc sur cette partie-là, juste voilà des petits messages. Si vous avez envie de travailler là-dedans, en fait, ce qu'il faut faire, il faut s'intéresser bien évidemment et en même temps à la fois aux propriétés optiques et aux propriétés électroniques de ces structures-là pour pouvoir proposer une route pour pouvoir arriver à obtenir un laser qui est assez efficace. Voilà, on a développé cette technologie. Comme je vous dis, il n'y a que 5 groupes dans le monde qui réalisent ça. On est les seuls à le faire sur silicium. La photonique, bien évidemment, elle a ses avantages. C'est bien évidemment la vitesse de propagation de l'information, donc on a des systèmes avec des très très faibles latences, des bandes passantes monstrueuses et une faible consommation énergétique. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est pas qu'on va pas faire des GPU photoniques complets, mais comme je vous ai dit, si à un moment donné, on arrive à faire une conversion électro-optique quelque part, pourquoi pas utiliser des petits accélérateurs photoniques pour faire des tâches qui sont pas avec 10 puissance 12 paramètres variables pour faire l'entraînement, mais des choses un peu plus simples pour pouvoir apporter quelque chose dans les systèmes optiques. Alors, si on regarde un peu la littérature dans ce domaine-là, vous savez qu'un neurone, il y a des axones avec des synapses qui se connectent avec les autres neurones, et puis donc la partie neuronale qui décide si l'information passe ou pas. Donc voilà, il y a 2 types vraiment de fonctionnalités qui sont développées dans le domaine photonique. C'est donc les synapses photoniques où on va venir donc mettre la mémoire dans les poids qu'on va appliquer dans les connexions. Avec par exemple, il y a beaucoup de travail qui sont réalisés avec des matériaux à changement de phase. Christelle nous en a parlé tout à l'heure. C'est pas relié tout de suite à ça, mais peut-être un jour. Donc on peut utiliser des résonateurs, des interféromètres, etc. pour fixer des poids dans les connexions entre les neurones. Et donc aujourd'hui, il y a des circuits en photonique sur silicium qui sont très complexes, qui sont magnifiques, qui permettent de faire de façon très efficace des produits matriciels vectoriels qui alors, si vous voulez, pour moi, ce sont des super filtres accordables, magnifiques, avec des multiples entrées et sorties qu'on arrive à faire avec ces matériaux à changement de phase. De l'autre côté, il faut quand même, à un moment donné, dans un neurone, il faut avoir qu'il y ait une fonction d'activation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui dise, quand je fais ma sommation dans tous mes inputs de mon neurone, mon neurone, il dit oui ou il dit non à un moment donné, et il faut que ça arrive. Donc, il faut de la non-linéarité. Et donc, si on regarde un peu l'état de l'art là-dessus, en fait, il y a des gens qui trichent. Ils programment une non-linéarité avec un ordinateur. Donc, c'est pas de la non-linéarité toute optique.
Mais il y a quand même d'autres personnes, voilà, qui travaillent, voilà, pour pouvoir obtenir des non-linéarités très efficaces. Donc évidemment, bah, voilà, la non-linéarité, c'est voilà, c'est difficile en optique, et c'est pour ça qu'on a besoin de confiner la lumière de façon très importante pour que ça fonctionne avec des puissances optiques raisonnables sur une puce. Donc voilà, ces fonctions d'activation, bah, typiquement, il y en a deux, il y en a deux types, des fonctions d'activation statiques, où je vais bah, voilà, varier ma puissance en entrée, ben, je vais obtenir une fonction comme ça qu'on appelle sigmoïde. Donc ce qui est en dessous, ben, c'est non, ce qui est au-dessus, c'est oui. Et il y a un autre type de fonction d'activation qui est dynamique cette fois-ci et qui ressemble à ce qui se passe pour les neurones biologiques, donc qui est basé sur ce qu'on appelle une réponse excitable, donc ce qu'on appelle un neurone spikant. Donc c'est-à-dire que ben, nos neurones, lorsqu'on les les stimule, ben, ils répondent par l'émission d'une impulsion électrique dans l'axone. Et donc, il s'avère en tout cas en photonique, on a un objet qui est connu depuis longtemps, qui répond de façon identique à un neurone, comme ça, qu'on appelle donc ce phénomène d'excitabilité, qui est une réponse tout ou rien. C'est en dessous d'un seuil, ça répond pas. Au-dessus, ça répond en émettant une impulsion. Ben, c'est un laser qui est typiquement un laser bisection, où on va avoir une zone de gain, une zone d'absorbance saturable. Donc ce sont des lasers dynamiques qui vont permettre d'apporter ce genre de réponse. Donc je vais vous montrer par la suite le travail qu'on fait dans ce domaine-là. Et tout d'abord, dans cet aspect, est-ce que je peux produire un nanolaser avec deux sections, un laser à bisection à gain et absorbance saturable, pour pouvoir fournir une fonctionnalité de neurone spikant qui est rapide. Okay, et tout ça qui va communiquer sur silicium. Donc voilà, on s'était fixé ce défi voilà, finalement, si on prend ces lasers avec absorbance saturable, à quel moment est-ce que je peux réduire leur taille autant que je veux, oui ou non? Est-ce que ça va marcher? Comment je le fais pour faire ça dans une nanocavité? Voilà. Donc voilà, voilà, on s'était fixé vraiment ce défi-là de réaliser le plus petit laser à bisection qui va permettre d'obtenir de l'autopulsation ou de l'excitabilité. Donc évidemment, et donc encore une fois, ça se base sur le même type de plateforme que je vous ai montré. C'est un laser qui va être intégré directement sur une plateforme en guide d'onde en silicium. Alors, comment ça marche comment marchent les lasers dynamiques? Voilà, on a une cavité, une zone où on a du gain, une zone où on a un absorbant saturable. Un absorbant saturable, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que lorsque je commence à augmenter la puissance vers mon absorbant, cette absorption sature, je vais avoir moins d'absorption. Okay, donc, si on regarde maintenant comment ça fonctionne, simplement, quand je commence à pomper une structure comme ça, je vais avoir mon gain qui va dans le temps croître. Okay, mon émission de photons qui va croître aussi. Donc ici, vous voyez que je vais avoir mon gain qui augmente en dessous. Et puisque j'ai mon émission du nombre de photons qui augmente au fur et à mesure du temps, à un moment donné, si je fais les choses bien, je vais pouvoir avoir suffisamment de photons dans ma cavité pour qu'elle commence à saturer l'absorption de mon absorbant saturable. Et puis, il va arriver un moment, voilà, laser, gain égale aux pertes, okay, où on a cette condition de seuil et qui va voilà, provoquer l'émission d'une impulsion. Voilà, c'est une impulsion parce que on consomme après les porteurs et puis il va falloir que ça recommence, etc. Donc, il y a, si vous voulez, un modèle simple qui décrit ça s'appelle le modèle de Yamada, où on va décrire les photons dans la cavité et puis la densité de porteurs dans la zone de gain, la densité de porteurs dans la zone d'absorbance saturable. Et donc, voilà, on peut rentrer les paramètres de nos structures et on va observer, effectivement, dans certains cas,
des oscillations, de l'émission laser, un système autopulsant qui va émettre des impulsions de façon périodique dans le temps lorsqu'un cycle comme ceci est réalisé. Alors, dans les lasers à semi-conducteurs, c'est quelque chose qui est observé depuis un moment. Hein, dans les lasers mode locking, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est les lasers multimodes, là c'est un seul mode. Hein. Mais dans le domaine de la photonique intégrée, ces lasers bisection, il y a beaucoup de travail qui ont été réalisés dans les VCSEL, en séparant le gain et les atomes saturables. Et récemment aussi, chez les collègues de DTU, où ils ont une structure un peu plus compliquée, ou une structure intégrée qui permet de réaliser ce genre de choses. Je ne vais pas la décrire parce que... Voilà. Donc, à quoi ressemble notre système? Alors, ici, si vous voulez, notre système, donc c'est une nanopoutre comme ça. Je ne vous ai pas expliqué, mais les cavités, elles sont juste créées en faisant varier finement la largeur de cette poutre-là. Donc, ça permet de confiner les photons dans un mode dont on peut choisir la taille en réalité. Et donc, d'un côté, je vais avoir du gain, et de l'autre côté, je vais avoir de l'absorption. Alors, en pompage optique, c'est très facile de faire ça. Il suffit de pomper un endroit, on a le gain où on veut, et de l'autre côté, je vais avoir l'absorption. Voilà, on a commencé évidemment à travailler avec ça. Et donc, lorsqu'on regarde les conditions pour obtenir ces instabilités dynamiques dans ces lasers à deux sections, donc il y a une approche un peu empirique qui a été décrite par Ueno, vous allez voir. On peut remplir donc cette approche phénoménologique, et ça va dépendre des paramètres comme le facteur de qualité du résonateur, le ratio de gains différentiels dans les deux sections, et le ratio du temps de vie des porteurs dans les deux sections aussi, et aussi bien évidemment du coefficient d'absorption. Et voilà, et ce qu'on voulait tester, c'était est-ce que si on réduit la taille, est-ce qu'à un moment donné on va être coincé? Est-ce que le bêta, le forte émission spontanée dans ces structures-là pose un problème? Est-ce que finalement je peux réduire ma taille? Est-ce qu'à un moment je vais être limité par la diffusion des porteurs? Il y a des choses comme ça. Et donc en fait, on a rentré les paramètres de nos structures là-dedans, et on peut obtenir donc ces diagrammes où on peut séparer les zones instables où il y a ces instabilités dynamiques aux zones bistables où on ne va pas observer ce genre de choses. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est important d'avoir à la fois un contraste important entre les gains différentiels dans les deux sections, mais aussi une différence de temps de vie des porteurs dans les deux sections, et ce qui est pas forcément évident à faire. Et donc vraiment ce qui est important, c'est que finalement dans la zone d'absorbance saturable, on veut une durée de vie courte pour les porteurs. Donc on peut faire l'analyse de bifurcation. Je vais passer rapidement là-dessus. Hein. C'est juste qu'on peut séparer effectivement. Donc dans ce graphique, vous avez la puissance émise, et vous avez ces trois régions où donc une région près du seuil où on va obtenir donc cette zone excitable, une région où on va obtenir du self-pulsing, et une région où on va avoir de l'émission continue en fonction de la puissance de pompe. Donc on a vérifié ça avec des simulations stochastiques pour justement prendre en compte cet aspect de forte émission spontanée, et on peut obtenir donc les résultats que l'on souhaite, à savoir qu'on peut obtenir des lasers dynamiques avec le type de structure que l'on fait. Voilà, la seule condition qu'on a compris, c'était que pour qu'il y ait ce type d'instabilité dynamique, il faut que le mode optique fasse au moins 5 microns de large. En dessous de ça, les porteurs diffusent, et donc on est coincé.
en tout cas en pompage optique. Alors, on était content, donc 5 microns de large, ok, très bien. Par contre, voilà, qu'est-ce que ça veut dire faire une cavité de 5 microns de large? Bah, si je fais une cavité qui a un mode qui fait 5 microns, ben, bam, elle va devenir multimode. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, ces cavités-là, elles sont basées donc, sur ce qu'on appelle le gentle confinement, qui est en fait, c'est une méthode qui vise à venir voilà, façonner spatialement le mode optique dans une gaussienne. C'est-à-dire on fait en sorte qu'on va obtenir un mode gaussien à l'intérieur de ces cavités-là. C'est ça qui permet d'avoir un facteur Q élevé. Et donc, pour réaliser ça, on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une apodisation sur la largeur de cette poutre-là. Et en faisant ça, en fait, c'est comme si on réalisait un potentiel harmonique pour les photons. Et donc, si je commence, si je regarde tous les modes qui sont là-dedans, ben, je vais avoir des modes qui sont à peu près équispacés spectralement jusqu'à ce que j'atteigne le haut de mon potentiel. Et donc, si je réalise cette cavité-là et que je la pompe, comme je vous ai dit, on a une opération multimode de ces structures-là. Donc ici, on fait varier effectivement de à peu près 100 nanomètres la largeur du beam ici pour ces structures-là. Alors comment rendre ça monomode? En fait, il suffit d'arrêter, limiter la hauteur de la barrière pour les photons pour pouvoir confiner un seul mode. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a réalisé des cavités comme ceci, où on bouge seulement par 5 nanomètres la largeur du beam pour pouvoir confiner nos photons. Et de façon très surprenante, c'est extrêmement reproductible et ça marche très très bien. Donc on était content d'avoir trouvé notre méthode de faire une grande cavité, mais qui reste monomode. Donc ce qui n'était pas si facile. Donc, on fabrique ces échantillons et la deuxième chose à adresser, c'est cette différence de temps de vie des porteurs entre la zone de gain et la zone d'absorbant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on grave des trous dans le semi-conducteur? Je vous ai dit tout à l'heure, en général, on va avoir des défauts à cette surface-là qui va faire qu'on va avoir du piégeage des paires électrons-trous dans ces défauts-là et qui va réduire de façon assez drastique le temps de vie des porteurs. Donc ça, typiquement, je vais faire des trous dans ma gravure ICP, je vais obtenir des temps de vie de l'ordre de 400 picosecondes dans l'INP. Donc, si je regarde le bulk, voilà, c'est au moins c'est entre 5 et 7 nanosecondes pour les mêmes puissances de pompe. Et du coup, ce qu'on a mis au point, c'est cette solution de passivation chimique, en fait, qui permet d'enlever les défauts, et on recouvre à peu près le même temps de vie que dans le bulk, si bien que, voilà, la techno qu'on fait ici, je vais cacher une partie de ma cavité avec un masque, je fais ma passivation chimique, et donc, du coup, automatiquement, j'ai ce contraste de temps de vie dans ces systèmes-là. Alors, ce qu'on a implémenté aussi, c'est on a mis voilà, un patch d'or au-dessus. Il est 2 microns au-dessus, hein, Laurent, là, quand même, pour empêcher. Voilà, on veut pas que la zone d'absorbance naturelle soit pompée aussi par la pompe, donc on la cache avec de l'or. Et donc du coup, voilà, maintenant on est prêt pour faire nos manips. Donc on commence à pomper ces structures-là et qu'on regarde ce qui se passe lorsqu'on augmente la puissance. On peut voir, donc pour les plus faibles puissances, je vais obtenir 2 pics. Alors, il faut dire que le pic de gauche, on n'a toujours pas compris d'où il vient celui-là. C'est certainement quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Enfin, on a des idées, mais voilà, on a ce pic-là qui spatialement, l'émission est confinée un peu ailleurs. Et donc à droite, on a un autre pic. Et lorsqu'on commence à augmenter la puissance, on voit que ce pic s'élargit spectralement. Okay. Donc ça, c'est représenté ici en 2D. Donc c'est une première indication que peut-être on émet des impulsions. Okay. Donc je peux mesurer effectivement la largeur, voir que
suis pas limité par ma résolution, etc. Voilà. Ce qu'on a fait, on a mis ce qui sort de notre échantillon dans une photodiode rapide, connecté à un analyseur de spectre électrique. Et donc, on a commencé à observer effectivement l'apparition d'harmoniques dans le spectre électrique qu'on obtient dans la photodiode. Et donc, évidemment, on a regardé à l'oscilloscope ce qui se passait et on a donc l'émission de ces trains d'impulsion dans le temps. Donc, on a été très contents parce qu'on a réussi ce qu'on s'était fixé, qui était de démontrer effectivement un laser autopulsant tout petit. Maintenant, alors pour l'excitabilité, en réalité, ce qui est marrant avec ces structures-là, c'est qu'on peut jouer un peu sur la position du pompage et changer des conditions. Et juste en décalant un petit peu le spot de pompe pour finalement avoir un petit peu moins d'absorption dans mon système, on va pouvoir rentrer dans des régimes excitables. Où là, en fait, pour tester ça, on a fait des expériences où on veut venir exciter avec des impulsions courtes le laser proche de la résonance des cavités. Donc, c'est une excitation par les photons et non dans la pompe, comme ce qui est fait usuellement, par exemple, dans les VCSEL. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Si j'envoie mon excitation proche de ma longueur d'onde de résonance n'est pas suffisamment énergétique, je vais juste observer un signal quasiment plat et le signal en noir que j'ai au-dessus, c'est juste la réponse linéaire, c'est juste mes impulsions qui passent dans mon guide. Maintenant, lorsque j'augmente au fur et à mesure cette énergie d'excitation, je vois arriver de temps en temps des impulsions qui se produisent dans mon signal temporel jusqu'à ce que je passe un certain seuil où là, je vais avoir 100% de réponse à mes excitations. Donc, on peut regarder cette efficacité de spiking en traçant effectivement la probabilité d'obtenir un spike en fonction de l'énergie de l'excitation. Et donc, on peut voir que finalement, on peut obtenir des systèmes excitables comme ça qui peuvent réagir à des perturbations de seulement un femtojoule. Et en réalité, même en tout ça, pour des systèmes un peu plus optimisés. Donc, encore une fois, on a réussi ce qu'on voulait faire avec ces systèmes-là. Bon, je vais passer les analyses statistiques, mais bon, ça confirme les seuils d'excitabilité, etc. Donc là, de cette partie-là, on était très content de ces résultats-là. Et si on met un peu les chiffres par rapport à l'électronique, si on aime bien se comparer un petit peu, surtout, c'est un travail qui a été réalisé avec nos collègues à Thales, ils aiment bien ça, regarder ce qui se passe là-dedans, on s'aperçoit que oui, cette approche-là, elle est extrêmement intéressante en termes de consommation d'énergie et effectivement dans cette capacité à réaliser des opérations de façon dense aussi. Alors, avant de passer à la partie startup, je ne sais pas si... J'ai 5 minutes ? Ok, d'accord. Donc voilà, juste pour vous dire, ce qu'on essaie de faire avec ça, évidemment, c'est d'essayer d'avoir des structures pompées électriquement qui font la même chose. Donc on a des projets autour de ça. Voilà, c'est dur. C'est dur, mais on a nos pistes, on va y arriver. Donc en attendant, on s'est intéressé à un autre aspect, à ces fonctions d'activation statique, donc à la réponse non linéaire de ces lasers lorsqu'on les injecte. Donc, alors nous, là ici, on a utilisé le laser microdisque pour réaliser ça, où on va venir donc injecter ces lasers proches de la longueur d'onde d'émission et voir un peu la réponse que l'on obtient. Donc là, dans ces lasers-là, on a des lasers pompés électriquement qui sont vraiment à l'état de l'art, avec des seuils laser en dessous de 400 microampères. Vraiment, c'est très sympa. Et donc, lorsqu'on réalise donc cette manip
d'injection, on obtient une courbe un peu compliquée ici, hein, où on a dans l'axe des abscisses donc la puissance de l'injection, dans les ordonnées le détuning par rapport à la longueur d'onde d'émission du laser, et on peut regarder donc des tranches de réponses non linéaires de ces objets. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a 3 régimes qu'on observe en fonction du détuning. Un régime qu'on a appelé un régime de saturation, où on va simplement obtenir une saturation du gain liée à l'injection, où on va voir donc la puissance de sortie de notre échantillon qui évolue donc comme dans ce régime-là. Un autre régime, voilà, le régime qui est cherché souvent pour réaliser les fonctions d'activation pour les réseaux neuronaux, c'est régime où on a des fonctions sigmoïdes qui est représenté dans ce deuxième graphe-là. Et un autre régime aussi qui est très intéressant, un régime bistable, ou qui peut être utilisé par exemple pour faire des rames tout optiques. Donc ici, voilà, on a regardé aussi finalement quelles sont les puissances optiques qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir ces réponses non linéaires. Et on peut voir, on est de l'ordre de quelques dizaines de microwatts pour des structures qui ne sont pas très couplées en réalité dans ces échantillons-là. Donc on était très contents. On a montré aussi des opérations en régime de data processing. Alors, pas des débits très élevés actuellement, mais 2 gigas, qui est quand même beaucoup plus important que ce que les gens font actuellement avec l'électronique. Donc, voilà, c'est une première approche. On poursuit ça, évidemment, avec les lasers chrysophotomiques et peut-être l'année prochaine, je vous montrerai ça. Donc, voilà, tout ce travail-là, ça permet maintenant d'envisager de faire des structures relativement ou même très complexes. Voilà, je pense que voilà, le futur de la photonique, on voit bien que les circuits intègrent de plus en plus de composants et c'est quelque chose qui est très important. Et donc, en tout cas, pour ma recherche, voilà, moi, je continue aussi à regarder des nouveaux concepts de composants, et notamment en étant inspiré par la physique atomique avec cette photonique non hermitienne où on s'est amusé à regarder en couplant cette fois-ci 2 nanolasers sur un guide, où on va avoir des régimes qui sont intéressants, proches de ces points exceptionnels. Et voilà, là, ce qui m'excite beaucoup, c'est qu'en fait, on commence à voir qu'on peut induire de la non-linéarité avec un nanolaser sur l'autre. Et ça, c'est des régimes qui sont nouveaux et qui sont très, très, très encourageants pour la suite. Bon, voilà, le computing photonique, bien sûr, on va continuer là-dessus et faire des choses de plus en plus complexes. Et voilà, je vous ai pas parlé de photonique, de ce qu'on fait sur le quantique. Voilà, on a plusieurs approches où on réalise donc des sources paramétriques sur SOI. Donc une approche en collaboration avec le laboratoire MPQ et ST Microélectronique pour réaliser une source pompée électriquement de paires de photons, et aussi utiliser des nanocavités pour réaliser des sources de lumière non classiques. Alors, comme vous avez compris, ce que je vous ai montré, c'est vraiment ça a été de la recherche finalement très fondamentale. Moi, j'ai toujours eu du mal, je sais, avec les collègues. Ils pensent que parce que potentiellement la recherche qu'on fait peut avoir une application, on fait de la physique appliquée. Mais quand on travaille avec les gens qui font vraiment de la physique appliquée, quand on est dans nos projets européens, nous avec nos collègues de l'IMEC ou etc. Et nous, on a toujours été la conscience blue sky du projet. Alors bon, je pense que c'est beaucoup en France. Il y a beaucoup en France, c'est un peu cette dichotomie, mais bon, je vois qu'elle est quand même de plus en plus tenue.
Et donc du coup, à la fin de la thèse de Francesco, il est venu me voir et m'a dit mais écoute, moi j'ai envie de me lancer dans l'innovation et en fait je voulais aller le voir en même temps. Donc c'était super. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est le CEO de l'entreprise, qui a été fondé il y a 2 ans maintenant. Donc si vous voulez, on a eu un projet de prématuration CNRS en 2021. Et en 2023, on a créé l'entreprise parce qu'il devait s'inscrire au chômage. Voilà. Mais si vous voulez, pour eux, ça n'a jamais été vraiment un problème parce qu'on était sûr qu'on voulait faire ça et qu'on était persuadé que ça allait marcher. Et on s'est lancé avec Francesco et puis en chemin, Bruno, qui était en postdoc aussi, d'abord chez des collègues, puis après avec moi, on lui a proposé. Il n'a pas réussi à rentrer au CNRS. Voilà, c'est un chercheur extraordinaire. Et donc, voilà, je lui ai dit, mais écoute Bruno, le CNRS, c'est peut-être pas pour toi, mais tu vas faire mieux, tu vas voir. Et donc, il est venu nous rejoindre dans l'aventure pour créer Encodine. Encodine, voilà, s'adresse au marché de l'intelligence artificielle et des processeurs pour l'intelligence artificielle. Donc, ce domaine-là génère des investissements colossaux. On en entend parler tous les jours sur je ne sais plus combien de milliards, là, 100 milliards pour la France pour faire des data centers, etc. Donc il y a des investissements colossaux dans ces data centers et de créer ces structures de supercomputers qui adressent nos besoins en intelligence artificielle. Alors j'espère pas que du ChatGPT, mais voilà. Et donc ces investissements, évidemment, elles provoquent évidemment des besoins qui n'étaient pas forcément là auparavant. Et surtout que finalement, le domaine de la microélectronique, elle sature en termes de hardware. C'est-à-dire que maintenant, on va pas pouvoir, ça va continuer à intégrer de plus en plus de transistors dans une surface donnée. Okay, et donc, ce que les gens font, ils ont arrêté de faire ça. Ils font des puces de plus en plus grandes. Okay. Mais ça, de faire des puces de plus en plus grandes, c'est pas compatible avec les modèles économiques parce que c'est pas possible de fabriquer des grandes puces de façon parfaite. Donc c'est mieux ce que les gens font maintenant. Ils sont passés d'une architecture monolithique des processeurs à une architecture désagrégée qui est ces processeurs avancés sont composés de ce qu'on appelle de plusieurs petites puces, des chiplets, qui sont interconnectées les unes avec les autres via un substrat. Donc aujourd'hui, ces interconnexions, elles ne sont qu'électriques. Okay. Donc, ce sont des produits qui sont déjà là. Le H100 de NVIDIA qui connecte un GPU avec des mémoires HBM, High Bandwidth Memory sur les côtés, AMD, Intel, etc. Tout ça pour pouvoir contenir cette production de puces et que ça coûte pas trop cher pour faire ça. Alors, tout va bien jusque-là, sauf qu'évidemment, on veut toujours plus en termes de performance. Et si on regarde l'appétit de NVIDIA pour les nouvelles technologies et ce qu'ils projettent, il y a du boulot. Donc aujourd'hui, leur dernier produit, ce qu'ils appellent Blackwell, c'est 2 GPU qui sont interconnectés avec des HBM, tout ça sur un interposeur. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc cette année, Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, il est arrivé au CES à Las Vegas avec ça. Il veut un truc comme ça, lui. Un bouclier avec je ne sais pas combien de processeurs, etc. Donc c'est ça qu'il faut. Et si on regarde à quel point les approches électroniques, toutes électroniques sont scalables, c'est pas possible. C'est pas possible parce que
la consommation énergétique dans les liens, dans les fils en cuivre est telle que c'est pas compatible avec ce qu'il faut. Et puis surtout, c'est l'atténuation des signaux des signaux RF dans les fils électriques. Voilà, au bout de 2 mm, ça marche plus. Il faut savoir qu'en électronique, dès qu'il y a des distances qui sont au-delà du millimètre, il régénère le signal de façon active. Donc c'est assez impressionnant de faire ça. Et donc du coup, voilà, à Encodine, on casse le mur du cuivre. Et donc du coup, pour permettre la scalabilité de ces approches dans le futur, pour pouvoir voilà, continuer à propager l'information à des distances de plusieurs centimètres sur une puce. Et donc, on a une belle vidéo. Voilà, ça, c'est notre approche où on va faire ces interposeurs optiques qui vont interfacer ces différentes chiplets. Donc, comme vous avez compris, elle est basée sur l'utilisation de nos nanolasers, qui sont les plus petits au monde intégrés sur silicium, avec une fabrication qui sera bientôt réalisée dans CMOS, pour pouvoir adresser les besoins de NVIDIA. Et donc, comment ça marche? Vous avez compris. On va avoir d'un côté les chiplets avec des entrées-sorties électriques qui vont être connectées directement au-dessus de la puce pour pouvoir alimenter les nanolasers en modulation directe. Donc, lorsque mon impulsion électrique passe dans mon nanolaser, elle va être convertie en photons. Ça va se propager dans un guide d'onde et ça va être reconverti avec, là où je ne vous ai pas parlé des détecteurs aujourd'hui, mais Encodine a développé des détecteurs pour pouvoir reconvertir l'information dans le domaine électrique et réaliser le lien que souhaite NVIDIA. Voilà, donc pour terminer, je souhaite remercier mes collaborateurs au C2N, à l'Infini, à Thales et bien évidemment à Encodine. Merci. Merci Fabrice pour cet exposé passionnant. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que tu n'as pas peur que le temps que tu arrives à sortir ton produit, on ait déjà fini de construire les data centers en France avec les vieilles technologies? Le temps de vie des équipements, c'est 5 ans. Donc, c'est remplacé tous les 5 ans. Voilà. Quel est le temps réfractaire de tes excitables? Pour l'instant, on ne sait pas, mais je pense que c'est de l'ordre de... C'est en dessous d'un nanoseconde. Mais c'est ce que dit disent les simulations. C'est ça, ouais. Voilà. Et on a besoin d'aller plus vite dessus? On aimerait toujours, pour faire des beaux papiers, d'aller toujours plus vite, hein, c'est sûr. Hein. Après, voilà, en pompage optique, c'est pas évident, mais en pompage électrique, on aura cette capacité à faire un reverse bias sur l'absorbance saturale pour accélérer l'évacuation des porteurs. Dans ce système-là, ça devrait être 50 picosecondes. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des tests de vieillissement déjà la puce de base? Alors oui, on a commencé à faire ça, même si nos structures sont pas optimisées, c'est pas fabriqué dans les conditions optimales. Et oui, ils ont tenu 1000 heures. Alors c'est pas encore le but, hein. Ça, on n'est pas encore là. Hein. Après aussi en température, etc. Il y a beaucoup de travail autour de ça. Mais bon, c'est pas on l'allume, il s'éteint, quoi. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. On a même nos échantillons en pompage optique, on en a qui sont vieux de plusieurs années et on peut toujours les utiliser. Hein. Non, franchement, c'est de façon surprenante, c'est très bien. Oui, question toute bête. Dans ton laser Spike, il y avait un deuxième mode qui voulait rentrer en compétition. Tu savais pas d'où il provenait. Vous n'avez pas regardé avec un stum, tout bêtement, pour voir la distribution du champ? Alors, non. On a regardé par la surface l'émission, mais déjà, nos structures, elles sont encapsulées dans la silice. Donc déjà, voilà. Et bon, peut-être il faut... je sais plus si on peut... j'ai vu une technique de SNOM avec un nanofil en carbure de silicium. Ils ont travaillé avec Rémi, donc
vous avez pu reconnaître des technos similaires. Ils ont une résolution magnifique du mode optique, peut-être, effectivement. Il faut regarder si on peut voir quelque chose comme ça. Deuxième petite question sur pour vos modes gentiment confinés là, à l'anoda, plutôt que de modifier la géométrie, est-ce que simplement en illuminant avec un autre laser, voilà, de créer un espèce de confinement très doux, Je sais, sans même avoir je sais modifié. qu'à Lyon, vous avez publié des trucs comme ça à l'époque, dans le passé, et j'ai jamais essayé en fait. Je sais pas si on arrive à décaler suffisamment dans ces structures-là le mode, mais oui, c'est intéressant. Dernière question, Christelle. Après, on va... Bonjour, merci pour ton exposé. J'avais une question par rapport aux objets que tu as montrés, là, les lasers, donc les nanobeams, que je connais bien. Je connais moins, c'est l'autre, la crystallophotonique 2D, là, asymétrique. Tu peux commenter sur les avantages de ces structures par rapport aux nanobeams? Pourquoi aller vers... Ça semble plus compliqué que l'autre, les nanobeams. Alors, la raison initiale, pourquoi? C'est parce que, en fait, dans ces structures-là, il y a l'image là, en fait, ici, on a une injection du courant qui est plus homogène, en fait, le long de la cavité, que par rapport si je contacte sur les côtés, comme dans le nanobeam. Donc ça, c'était une des raisons. OK. Et l'autre raison aussi, alors, elles sont un peu moins compactes, mais ça va aussi avec une meilleure évacuation thermique. Aussi. C'est les deux aspects. Et il s'avère que finalement, celles-ci, elles sont même plus robustes que les autres dans la fabrication. Alors pourquoi exactement, je sais pas. Oui, parce que oui. En fait, en réalité, cette structure-là, on travaille aussi sur l'amplification. Évidemment, faire des SOA intégrés qui utilisent le même genre de structure. Et donc, on a travaillé d'abord sur ces longues structures SOA. C'était plus difficile que ce qu'il y paraissait. Donc, c'était plus facile de faire des petits lasers que des grands SOA. Et donc, on a travaillé là-dessus et on s'est aperçu, au final, que c'est plus robuste que les autres. Merci beaucoup, Fabrice. Merci.